parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Très très heureuse de vous retrouver à ce vendredi matin pour décrypter l'actualité, bien entendu, vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes très heureux de relayer ce qui se passe en parlant d'information. Vous le savez, les GG du lundi au vendredi. Ici avec vous, vous nous regardez à la télévision un peu partout dans le monde, mais aussi vous nous écoutez à la radio. Ici en région avec nos antennes locales à Kankan, c'est sur la 99.00 tout court, bien entendu avec les autres antennes locales. Vous nous écoutez sur la 99.7. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter également à Mamoun sur Fraternité FM et du côté de Farana sur Bambou FM. Vous le savez, cette émission est interactive. Vous pouvez interagir au sujet développé ici. Beaucoup de thèmes à développer aujourd'hui. Vous allez le comprendre. Réagissez au 657 39 13 13. Vous allez le voir. Le message s'affiche juste en bas de votre écran. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter le 00224 et sur Twitter, vous pourrez nous écrire au hashtag espace GG. Si tout va bien, dans la deuxième partie, nous nous ferons le plaisir de lire vos messages. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules. Le plaisir est pour nous de vous servir avec toute l'équipe. L'équipe B ici présente. Aujourd'hui, je vais commencer par la droite avec Mafoudia Bangoura. Bonjour. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Caps, bonjour. Bonjour Madame Yero et bonjour à tous. Tu portes un masque ce matin? Oui, bien sûr, on respecte les mesures édictées par le chef de l'État. Bien, ça commence bien. Dado Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. C'est normal, on n'a pas besoin de poser de questions. Pourquoi on porte masque? Quand le FAMA parle, il faut respecter. Ça l'amènera également à respecter ses engagements. Il ne faut pas respecter parce que FAMA a parlé. Voilà. Il faut toi-même veiller sur ta propre santé. Quand il parle, il faut respecter. C'est déjà ça, oui. Ça l'amène à respecter lui aussi ses engagements. Au-delà, on donne l'exemple, on incarne le changement qu'on veut voir chez les autres. C'est ça. Bien. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup, comme vous le voyez, Daouda l'a dit. Ce matin, on a tous suivi hier ce communiqué du chef de l'État. Nous respectons à la lettre les mesures édictées, et dans le privé et dans le public. Et ce matin, au privé, on le démontre à travers le port du masque et surtout la distanciation physique entre Daouda et moi. Je fais en sorte qu'il ne s'approche pas du tout de moi. Mais madame, si vous permettez, je vais juste introduire par ces propos d'hier que j'ai entendu du lecteur de Symphonia au sujet de la pléthore dans les salles de classe. J'ai pas compris pourquoi le recteur, un recteur d'université peut vouloir justifier cela par le fait que son université soit l'une des meilleures du pays. Et c'est pourquoi la plupart des étudiants la choisissent, ils y vont. La pléthore s'explique par le fait que l'université de Symphonia attire de par la qualité de l'enseignement. Justement, c'est ce qui me surprend dans les propos du recteur, qui non seulement n'apporte pas de solution au problème qui est constaté, mais bien plutôt à envenimer la situation. On a vu des étudiants qui se lèvent à 5h du matin, à 6h, pour aller assister au cours, alors que c'est pour leur formation demain. On ne met pas en place des mesures afin de pouvoir assister au cours de façon normale et régulière. On veut plutôt justifier cela par le fait que ça se passe ailleurs, donc c'est normal en Guinée. Je me dis que cette sortie du recteur n'est pas une sortie à encourager. De tels propos doivent être évités. Ce n'est pas un problème d'infrastructure qui se pose à Symphonie, un problème de place. Y a-t-il suffisamment de place? Il n'y en a pas assez. On a été contraint de diviser. Et pour la réalisation des infrastructures, ce n'est pas le rectorat, je crois, ce que je sache. On a été contraint de diviser les classes en différentes promotions. Il y a plus de, je crois, 4 ou 5 promotions par salle de classe. On parle de 400 à 500 étudiants par classe. Vous vous imaginez dans quel contexte les gens étudient et comment vont-ils apprendre? Ils n'ont que 3 ans à passer. Il faut construire. Justement, ils n'ont que 3 ans à passer à l'université. En 3 années, lorsque vous suivez des cours dans de telles conditions, qu'est-ce que vous pouvez retenir comme essentiel dans les cours que vous suivez? De l'autre côté, par rapport aux causes dont vous parlez, mais il y a le fait que le contrat ou le bail entre l'État et les universités privées soit désormais un lointain souvenir. Ça fait qu'on n'a plus la possibilité de les envoyer au privé. Et il y a le fait aussi qu'il n'y a pas assez d'infrastructures au niveau du public. Justement, ce qui fait mais il y a une concentration terrible des étudiants dans les salles de classe. J'ai vu ces images, je n'en revenais pas du tout. Mais je me dis, parfois, nos autorités doivent faire en sorte
que cette situation ne perdure pas, parce que ça y va de l'avenir. Quand on décide de ne pas orienter dans les universités privées, il faut des mesures d'accompagnement. Effectivement, c'est vrai aujourd'hui qu'on dise qu'il n'y a pas d'infrastructure appropriée pour recevoir tout ce nombre d'étudiants, mais on sait que ce problème ne se posait pas. Il se posait avant, mais il y a eu une fenêtre de période où ça ne se posait pas. Parce qu'on orientait dans les universités privées, ce qui aidait à désengorger un peu les universités publiques. Mais aujourd'hui, on a trouvé que les universités privées coûtent plus cher ou coûtent cher. Mais je crois que ce sont des partenariats qui peuvent être noués sur un certain nombre de bases. C'est pas que les universités imposent carrément un certain nombre de coûts. Il faut négocier avec les universités privées pour permettre quand même aux enfants guinéens de mieux apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui sont à l'extérieur, ceux qui en ont les moyens. Il y en a qui sont dans les universités privées ici, qui en ont les moyens. Mais est-ce qu'ils représentent même les 20% des enfants guinéens qui ont besoin d'aller à l'école? Ils n'atteignent pas les 20%, même 10% ils n'atteignent pas. Parce qu'on sait que la richesse, elle est partagée sur un plateau où il n'y a qu'un petit groupe qui est bien riche et qui profite bien des richesses du pays. Mais la plupart des enfants guinéens, la majorité, elle est pauvre. Et c'est là il faut lui ouvrir les portes du bonheur en leur permettant de bien étudier. Que ce soit en Guinée ou ailleurs, qu'ils aient la possibilité de s'intégrer. Bien, merci pour cette au-delà, une précision rapide. Si on n'oriente plus les étudiants dans les universités privées, l'argent qu'on payait pour ces étudiants-là devait servir pour construire des infrastructures universitaires. Et au-delà même de cela, il est important aussi de savoir que tous ces étudiants qui sont là-bas... Il y a d'ailleurs un grand projet, je crois, pour l'université de Sonfonia, mais bon, ça c'est l'État. C'est à l'État de mettre ça. L'extension. Déjà à Gamal, c'est une réalité. On a vu cette infrastructure qui a été rénovée par KPC. Et même à l'Abbé, je crois, à Zérekoro aussi, on a vu l'extension. Mais ce n'est pas suffisant. Au-delà, il faut encourager ces jeunes, sensibiliser et orienter les jeunes dans les écoles professionnelles. Aujourd'hui, le pays a plus besoin des élèves, des étudiants des écoles professionnelles qui sortent avec du savoir-faire du métier que des étudiants qui sont dans les universités. Il faut réorienter ces étudiants dans ces universités, dans ces institutions professionnelles. Donc, les encourager à aller dans ces écoles professionnelles. On en vient à ce sujet, Mafoudi Bangoura. De nouvelles mesures prises par le chef de l'État. Le couvre-feu donc ramené de 23h à 4h du matin. Mais oui, et c'est parti d'un constat. C'est vrai que ces derniers temps, les Guinéens ont été surpris par la résurgence de Ebola. Ça a fait quand même oublier à certains qu'on était en période de Covid. Et on peut aussi noter la différence qu'il y a lorsque dans certains pays, surtout européens, on parle tout le temps de confinement. Il y a quand même cette situation qu'on ne vit pas en Guinée. Donc, il y a quand même eu un relâchement total des mesures barrières. Et selon les informations, la Guinée est passée aujourd'hui d'un taux de positivité de 2% à 8% en un mois. À plus de 8% ou plus en un mois. Et sur les cas précis avec les notes que la présidence même a communiqué, aujourd'hui parmi les cas hospitalisés, le 9 janvier, au 9 janvier, on avait moins de 205. Et à la date du 23 février, on se retrouve avec plus de 510 hospitalisations. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence non plus, cette augmentation, merci pour cette explosion des cas. Il n'y a pas une explosion. Non, oui, c'est une nouvelle explosion. On peut le dire. Lorsqu'on pas à la taille réelle, les chiffres, on va venir sur les chiffres, on verra que c'est explosion. Quand le 9 janvier, là on parle encore, il faut faire attention parce qu'on parle des cas hospitalisés, donc officiels, pas des gens malades déjà. Donc si à la date du 9 janvier, on avait moins de 200, aujourd'hui, à la date du 23 février, on se retrouve à plus de 500, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et effectivement, on explique cela par un relâchement dans le respect des gestes barrières. Aujourd'hui, l'autre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a les variants britanniques et sud-africains aujourd'hui en Guinée. On ne le sait pas. C'est par exemple quelque chose qu'il va falloir vérifier parce que même le traitement en dépend. J'apprends qu'il y a
des tests qui sont en cours du côté du Sénégal, parce qu'en Guinée encore, on ne dispose pas d'appareil qu'on appelle appareil de séquençage pour avoir une idée, pour savoir exactement est-ce qu'on a ces nouveaux variants en Guinée. Il y a un expert qui devrait être là pour pouvoir doter la Guinée de son propre appareil de séquençage qui lui permettrait de savoir si ces nouveaux variants sont présents en Guinée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça devrait vite venir selon les informations. Mais déjà, les tests sont en cours du côté du Sénégal pour savoir si aujourd'hui en Guinée, il y a des nouveaux variants. Alors, effectivement, des mesures sont annoncées du côté des autorités. On parle notamment au niveau de l'administration publique et des entreprises privées, de la prise de la température à l'entrée des établissements, du respect strict du lavage des mains. Ces deux mesures, par exemple, et le port des bavettes, sont valables pour toutes les entités. Il y a du côté, par exemple, lorsqu'on parle des lieux de loisirs et culture, il y a aujourd'hui la réduction, on revient aussi sur le lavage des mains, le port obligatoire, mais la réduction aussi de 50% selon la capacité de la salle, permettant la distanciation physique avec un nombre limité. Et aussi la fermeture des lieux de loisirs, bars, restaurants, boîtes de nuit à partir de l'heure de couvre-feu, c'est-à-dire maintenant à partir de 23h, parce que c'était à 0h. Maintenant, c'est à partir de 23h. Et quand les ateliers et conférences aussi, là-bas aussi, il y a une limitation du nombre de personnes. Et quand on prend les établissements scolaires aussi, récemment, vous vous souviendrez, on a enregistré des cas du côté de l'Abbé. C'était des élèves, beaucoup de cas. Donc, dans les établissements scolaires et universitaires aussi, on parle d'installation des dispositifs de lavage des mains, de port obligatoire des masques pour les élèves, étudiants, enseignants et encadreurs, et la mise en place d'un système de test pour les enseignants. Maintenant, pour le transport, on parle d'un test. En plus du port obligatoire, lavage des mains et autres, on parle d'un test obligatoire pour les chauffeurs et passage au départ de Conakry vers l'intérieur. Ce n'est pas une première, on l'avait déjà annoncé lorsqu'il y avait la crise, mais après, le respect ça risque d'être compliqué. Et tout ceci. Et donc, ce sont des mesures. Entre-temps, il y a aussi cette décision qui concerne les concerts qui sont pour le moment suspendus, les concerts et autres, les prestations artistiques qui sont pour le moment suspendus. C'est pour dire qu'on est, après avoir constaté cette augmentation, on décide de revenir à ces gestes barrières, parce que, encore une fois, c'est vrai qu'il y a le traitement et autres, mais la première des choses, c'est d'éviter qu'il y ait moins de cas. Et évidemment, ça passe par... La mesure, elle est abusée. Non. Elle est abusée. Tu auras le temps de revenir. Je ne fais que énumérer d'abord les décisions prises en temps. C'est une mesure excessive. C'est ton avis. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on revient à ces mesures. Et dans les mesures, il n'y a réellement pas du nouveau. Maintenant, on veut certes revenir à ces mesures, mais la question c'est de savoir à qui la faute finalement, parce que si tout ceci avait été respecté, le respect des gestes barrières et autres, s'il y a un relâchement aujourd'hui au niveau de la population, on se promène dans les marchés, on est un peu partout sans le port, qui est censé faire respecter? Il y a un relâchement de tous les niveaux. Maintenant, comme Antoine le dit, si la décision est excessive ou pas, le plus important déjà, c'est de savoir qu'on est encore en train de prendre en compte la dangerosité de la chose, mais en même temps, ce qui inquiète, c'est la suite qu'on donne à cela. Parce que je pense que les pays se différencient par rapport au sérieux qu'il y a dans la gestion. On se retrouve aujourd'hui en Europe avec beaucoup de pays, beaucoup de partis dans certains pays reconfinés. C'est pas de gaieté de cœur, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Donc la Guinée ne fait pas en fait exception. Les grandes gueules. J'ai compris vos Ils t'applaudissent parce non, que il pense ça. Alors, Djiba, Mafoudi a parlé justement de ces cas de confinement de l'autre côté. Ici, comme elle l'a dit, hein, les gens ont carrément relâché le respect des mesures, mais à qui la faute? Parce qu'on se souvient au départ, il y avait la police qui contrôlait dans les rues un peu partout le port des masques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les responsabilités sont partagées. D'un côté, il y a l'État qui en tout cas, la responsabilité de l'État engagé, mais aussi les citoyens. Parce que moi, je ne peux pas quand même comprendre dans un pays, c'est vrai qu'on ne peut pas être à tout moment, on ne peut pas dédier un homme en uniforme à chaque citoyen pour faire respecter la loi. Parfois, il faudrait que le citoyen lui-même prenne conscience un peu de sa situation, de comprendre qu'il y a une épidémie dans un pays, une pandémie, qui devrait observer les mesures barrières. Maintenant, l'État aussi, parce qu'il faut toujours donner aussi l'exemple en haut, il faut que l'État, quand même, on a vu en France ce qui est en train de se passer, jusqu'à présent, Macron et son gouvernement, ils sont sur les mesures. Aujourd'hui, on est en train de voir dans quelles possibilités il faut éviter les reconfinements, parce que la vaccination, le plan vaccinal a été mis en place. Maintenant, du côté de l'État guinéen, je pense qu'on était dans l'euphorie, il y a eu un relâchement,
il n'y avait pas ces sanctions qui étaient annoncées, il y a eu une ouverture. Donc ça fait que finalement, on a levé progressivement certaines suspensions et les citoyens sont tombés dans le créneau. Maintenant, par rapport au quoi, moi aujourd'hui, je constate quand même qu'il y a une explosion des cas. Parce que si vous regardez par exemple dans la journée du 22, on nous parle de 60 cas confirmés. La journée du 23, on parle de 93 cas. Et la journée, par exemple, du 24, on parle de 100. Et la journée du 25, on parle de 110. Donc, 109, pardon. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de quelques jours, on a quand même le nombre qui est en train de prendre de l'ascension. Et ce qui explique aujourd'hui quand même cette décision du chef de l'État, même s'il faut juger la décision un peu extrême. Parce que ce que moi je reproche souvent au gouvernement guinéen, c'est qu'ils prennent des décisions sans pourtant étudier un peu la faisabilité. On ne se planifie pas. Parce que ce matin, moi je suis sorti, j'ai constaté que pratiquement les gens ne portent pas le masque. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Et les hommes en uniforme, normalement, qui doivent faire respecter ces décisions-là, il faut qu'on les prépare. Ça demande des moyens, ça demande un financement, ça demande des primes, ça demande une délocalisation de ces énergies. Donc, il faut faire ça d'abord en amont, avant de prendre des décisions. Par rapport aux citoyens dans les... Mais pourquoi il y a eu relâchement? Il y avait déjà cette décision avait été prise. Il y avait des agents sur le terrain pour veiller au grain. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. C'est parce qu'on est dans un pays où souvent les décisions sont des feux de paille. Au début, on est dans une dynamique, dans la ferveur et tout. Et après, il y a la situation retombe. Parlant de Covid, il faut dire que beaucoup de pays, pour ne pas dire tous les pays, ont connu ce relâchement. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, nous quand même, on n'est pas dans une sanction, disons peut-être civile. Dire bon, on vous prend, il y a eu un relâchement. Finalement, on voit des citoyens, ils ne sont pas sanctionnés. Alors que dans les autres pays, lorsqu'on vous rencontre, par exemple en France, on vous rencontre, vous n'avez pas votre masque, eh bien vous justifiez. Il y a une amende. Lorsque vous sortez sans justifier. Ici ça se faisait. Justement, c'est parti, il y a eu un relâchement de la part aussi de l'autorité. Maintenant, par rapport au concert, moi je veux bien qu'on interdise des concerts, mais il faut subventionner. En France, par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il faut garder, par exemple, l'emploi essentiel, mais suspendre les autres manifestations culturelles. C'est ce qu'il faut faire. Il y a des concerts qui sont en vue. Il faut que le gouvernement guinéen accepte parfois de regarder d'un bon oeil ceux qui sont dans la culture et le sport. Parce que j'ai l'impression que c'est l'enfant mal aimé de la société. On prend des décisions et on ne calcule pas. Ce sont des personnes qui investissent des millions et des millions. Ils ont des billets à faire, ils ont des espaces à louer. Lorsque vous avez des concerts en vue, il faudrait les inviter autour d'une table, essayer de faire un dialogue. On veut prendre des décisions. On est à quel niveau et quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. En fonction de ça, faire des subventions. Certes, on a vu avec les cas de l'hôtel, le tourisme et tout, il y a eu le plan de relance économique et tout ça. Ça, c'est salutaire. Mais attention, aujourd'hui, si on ne prend pas garde, l'État encore risque de se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire financer ce déficit que la société est en train de créer. Alors, en parlant justement, Guiba parlait, Daouda Mohamed, de l'interdiction de ces concerts. Il y a des concerts, par exemple, qui sont prévus. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça va être encore une autre perte pour ces opérateurs culturels. Parce qu'il faut le dire, ces opérateurs culturels ont beaucoup subi depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus. Ça va être encore une autre perte énorme pour ces opérateurs culturels parce que il faut se rappeler depuis avril 2020 jusqu'à maintenant, les concerts, il y en a qui se tiennent, mais ça, c'est en un petit temps de relâchement que les concerts ont repris. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de concerts en vue et qui ont, en tout cas, qui ont été annoncés auprès de l'AGS, l'Agence guinéenne de spectacle, qui en sait quelque chose parce qu'on n'organise pas de spectacle sans que l'AGS sans son aval. Et aujourd'hui, que les gens tiennent, Oudi Premier par exemple était hier en conférence de presse pour annoncer. Il sera d'ailleurs avec nous dans la deuxième partie. Voilà, qui était devant la presse hier pour parler de la nuit guinéenne. Et du coup, après, ces mesures qui viennent. C'est bien normal qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger la vie des citoyens. Mais en le faisant, le problème c'est autour des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, il y en a qui ne vivent que des spectacles. Lorsque les spectacles sont fermés, il faut avoir pour eux des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, on interdit les spectacles. Mais faites un peu le tour des boîtes de nuit, vous vous rendrez compte que des marchés, vous vous rendrez compte que les mesures n'y sont pas respectées.
il faut aujourd'hui que lorsqu'on s'engage dans l'application d'une mesure, que la mesure soit appliquée dans toute sa rigueur et cela sur toute l'étendue du territoire national. Mais qu'on ne pense pas que c'est seulement dans les spectacles, dans les concerts que le Covid ou Ebola peut se transmettre, mais dans les marchés, dans les mosquées, dans les églises, partout, il y a aujourd'hui du monde partout. Les policiers, Djiba l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier. Mais il faut aussi de l'autre côté que les citoyens acceptent de comprendre que en portant par exemple une bavette ou en n'acceptant plus de serrer la main à quelqu'un, en me lavant les mains, en évitant de me confondre dans la masse, c'est aussi pour ma sécurité, c'est pour la sécurité de mes proches et du coup pour la sécurité de tout le monde en même temps. Donc moi je ne trouve pas que les mesures soient excessives, je trouve plutôt qu'on a pris les mesures de façon unilatérale et sans penser. On vient de lever l'autre mesure de prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité, même si ça crie à ce niveau. Aujourd'hui, on reprend. Et au niveau du transport, comment ça va se passer aujourd'hui? Parce que les gens font toujours 4 derrière. 4 derrière, 2 devant et 2 devant. Ils ne se sont pas exprimés sur cette question. Donc, il y a un flou total qui règne à ce niveau. Il faut aller plus en profondeur. Il faut expliquer davantage. Et on attend d'écouter le Premier ministre, la chef du gouvernement, qui va revenir peut-être avec les mesures qui vont permettre d'alléger un peu la souffrance des citoyens, ça et là. Mais moi, je ne trouve pas que ces mesures soient excessives. Ce sont des bonnes mesures, mais il faut des mesures d'accompagnement pour nous permettre de vivre aussi dignement. Allez-y, Antoine. Je suis déçu ce matin d'entendre Daouda me dire que ce ne sont pas des mesures excessives. Ça me surprend parce que, au regard de ce que je comprends à travers ce que fait le chef de l'État, il se soucie peu de la vie des populations guinéennes. Il se soucie peu de ce que peuvent ressentir les Guinéens. J'ai l'impression que le président s'assoit dans son bureau. Il ne comprend pas les réalités. Ben si, il ne comprend pas du tout les réalités du terrain et il prend des mesures et il veut qu'elles soient appliquées dans l'immédiat. Non mais ça c'est raccourci que tu prends. Chacun a eu son temps d'antenne. Ce n'est pas le président qui prend des mesures, c'est des mesures qui lui sont pas du tout par des services compétents. Quel service? Il y a l'agence nationale de sécurité. Tu y étais lorsqu'on lui a soumis les mesures. Le président, non, ça c'est mal connaître le fonctionnement de l'État. Le président ne prend pas les mesures de si je peux parler. Je ne t'ai pas interrompu, tu me laisses parler. Non, ça que moi aussi je suis déçu. Je dis une chose, je ne crois pas que l'ANSS a été consulté pour ces mesures-là. Non, je ne crois pas du tout parce que le chef d'État a donné le temps récemment. Tu as la certitude. Mais Antoine, mais c'est gravissime ce que tu dis ce matin. C'est mon opinion. C'est sur la base des chiffres, c'est sur la base des rapports de l'ANSS. Il y a eu un travail jeudi. Attendez que je finisse. Si tout le monde parle en même temps, on ne peut pas se comprendre. Si vous avez suivi récemment le chef, Alpha Condé parole. récemment a donné le ton au cours d'une rencontre avec les investisseurs. Il a dit que les mesures sont relâchées très bientôt. Il va remettre en vigueur les mesures d'avant. Et c'est ce qui a été mis en vigueur hier. Antoine, le président a quand même parlé sur la base de chiffres. Il n'a pas improvisé, il n'a pas inventé ces chiffres. Allons sur les chiffres. Il y a 10 jours de cela, c'est-à-dire le 16 mars. Le 16 mars, je reviens aux chiffres de l'ANSS. On était à 68 cas confirmés jour sur 939 tests qui ont été effectués. Le test c'était le 18, le 16, le 17, on était à 66 cas pour 854 tests effectués. Le 18, on était à 62 cas pour 1012 cas pour 1012 tests effectués. Le 19, je vais au cas par cas pour que vous compreniez. Le 19, le 20, on était à 92 cas pour 1157 tests effectués. Dites-moi qu'il y a explosion. Il n'y a pas d'explosion à ce niveau-là. Sur 1157 cas effectués, on n'a que 92 cas confirmés. Attendez. Moi, j'aurais pu comprendre qu'on me dise. Attendez que je finisse. Ok, je continue au 21. Le 21, attendez. Le 21, sur 399 tests effectués, on est à 32 cas confirmés. Dites-moi qu'il y a explosion à ce niveau-là. Tu analyses 32 cas et leur contact. Madame Hierro,
Madame Yero, j'ai envie qu'on se comprenne. Ebola. Tu as suivi l'actualité ces derniers temps du côté de l'Abbé. Madame Yero, dans les si écoles, on fait la comparaison, faisons juste une comparaison avec les pays qui sont ailleurs. Dans la plupart des cas, vous constatez qu'on a plus de 1000 cas dans les pays occidentaux. Attendez que je finisse. L'Afrique a été saluée de par sa façon de gérer le Covid. La résilience des Africains, ça a été salué. On ne va pas tomber dans cette comparaison. On a une explosion des cas. Regardez les chiffres juste en fonction des jours. Attends que je finisse. Des centaines de cas. La Guinée, à ce jour, a moins de 100 cas de morts. C'est une réussite. Il faut s'en féliciter. Ah oui, justement, on est à moins de 100 cas. Les mesures. Justement. J'aurais pu comprendre qu'on me dise par exemple que c'est en faisant tel acte qu'on contracte la maladie. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas expliqué techniquement. Ah non. Attendez que je finisse. On ne nous a pas expliqué techniquement quels sont les actes ou les endroits où on contracte le plus vite la maladie. Jusqu'à ce jour. Depuis combien de temps on est en train de faire? Mais Antoine était en Côte d'Ivoire. Vous me comprenez pas. Antoine, On ne peut pas me dire que les marchés restent ouverts dans ce pays. Les marchés comme Madina, comme Kaporo, comme Lambani et autres sont ouverts. On ne prend pas de mesures pour fermer les marchés. Et qu'on me dise que c'est dans les concerts qu'on contacte la maladie. J'aurais pu comprendre qu'on me dise par exemple qu'on renforce les mesures en portant les masques, en se lavant les mains. J'aurais pu le comprendre. Mais on ne peut pas laisser les marchés ouverts. Les Magbana bondés de monde, les bus bondés de monde, et qu'on me dise que ceci, dans ces endroits-là, il n'y a pas de maladie. On partage ton point de vue par rapport au concert. Il y a 2 poids 2 mesures. Mais par rapport au cas, il y a une explosion. Il faut le reconnaître. Mais pour moi, on aurait pu agir autrement. Il faut qu'on tienne compte de la vie des populations. Les gens vivent de ces choses-là. Pour les concerts, pour les bars et restaurants, les gens vivent de cela. On ne peut pas du jour au lendemain prendre des mesures parce qu'on est fâché ou parce qu'on est content. Il faut qu'on tienne compte de ce que vivent les citoyens. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui accompagne? Rien du tout. Ebola aujourd'hui, non. Je dis Ebola. Le coronavirus, ça fait quelque temps on vit avec. À un moment donné, on sera contraint de s'en accommoder. Ce sera comme... On doit faire avec d'ailleurs. On doit faire avec. À un moment donné, on sera obligé. On sera contraint de s'en accommoder parce que ce sera une maladie comme toutes les autres. Dites-moi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont des porteurs sains. Si vous ne faites pas le test, on ne sait pas si vous êtes malade ou pas. Non, des porteurs sains. Il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie. Ils sont asymptomatiques. Bon, voilà. Les deux thèmes peut-être peuvent s'employer. C'est mon cas. Les grandes gueules. C'est ton cas d'ailleurs. Je l'ai été aussi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des personnes qui, quand elles ne font pas le test, elles ne savent pas si elles sont malades. Justement. Il faut le faire pour le savoir. C'est les personnes asymptomatiques. C'est comme le palu. Pour savoir si vous avez le palu, il faut aller à l'hôpital. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? J'ai envie de dire une chose. C'est que l'État, avant de prendre ces mesures drastiques, aurait pu faire participer les acteurs. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Vous ne reconnaissez pas l'aspect excessif de la mesure. C'est ce que je dénonce. On ne peut pas me dire que ces mesures sont... Madame, moi je vais juste dire une chose. Elles sont excessives. On aurait pu agir autrement en tenant compte des réalités du pays et des réalités à tous les niveaux. Et pour moi, on l'a fait de manière unilatérale sans tenir compte de nos réalités. Et c'est assez mauvais de la part du chef de l'État. Bien, allez-y, Caps. Il y a un élément hyper important qu'il faut relever. Vous savez, Madame Yero, l'enfant ne fait pas ce que vous lui demandiez de faire. L'enfant fait ce qu'il vous voit faire. Comment est-ce que vous voulez que la population guinéenne ne relâche pas les mesures quand ils ont vu l'autorité, ceux-là qui sont censés donner l'exemple, relâcher totalement les mesures. Pendant la campagne, on a vu toutes ces choses. C'est justement les conséquences de ces choses qui ont amené cette population à relâcher les mesures. Aujourd'hui, Djiba le disait, quand il venait, les gens ne sont pas en train de n'ont pas tout de suite obéi à la règle qui demandait à ce qu'on applique à nouveau ces mesures parce que la population n'est même pas informée. Les gens ne les prennent même pas au sérieux. Quant à ce qu'il disait Antoine tout à l'heure, il est important de préciser que dans le compte-rendu qui a été fait par l'ANSS, c'était je crois à la date d'hier, jeudi 25, il disait que le taux, il y a eu une augmentation d'à peu près de plus de 28% de cas positifs ces dernières semaines-là. Et au-delà de ça, les salles de réanimation Covid ont vu un taux d'occupation allant jusqu'à 115%. Quand on voit ces choses du genre et qu'on sait qu'on n'est pas aussi occupé, il est important, bien entendu, de prendre des mesures
Quoique, encore une fois, au niveau de ces mesures-là, on voit qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Quand vous prenez par exemple avec l'interdiction de l'organisation des spectacles, on aurait pu demander à ces gens aussi de réduire à 50% le nombre de personnes qui viennent suivre ces spectacles-là et qu'on fasse la même chose avec les boîtes de nuit. Par exemple, avec les boîtes de nuit, même avec les mesures, on dit aux gens 23h, on dit aux gens peut-être 0h, mais à partir de 0h, les gens sont dans les boîtes de nuit, ils sont fermés dans les boîtes de nuit, ils ressortent à 4h du matin. Il y a ce relâchement pur et dur. Et encore une fois, il est important, et c'est là où je suis quelque part d'accord avec Antoine, avant de prendre certaines mesures, il est important que le chef de l'État et l'ANSS et toutes les autorités réunies puissent tenir compte d'un certain nombre de facteurs visant un petit peu l'accompagnement ou le fait de soutenir un petit peu la population vis-à-vis de ces interdictions-là. Et il est important aussi, pour terminer, que la population, elle aussi, puisse savoir que ces mesures, en réalité, ils ne les respectent pas à cause du chef de l'État, mais ils le respectent pour leur santé à eux, mais bien entendu pour la santé de leurs différentes familles. 30 secondes. Alors, jusqu'à présent, la fin de cette pandémie n'est pas déclarée. Il serait important que en fait, on a compris que partout, les gouvernements même n'ont pas une certaine maîtrise. Des fois, c'est en fonction de la situation, lorsqu'il y a aggravation ou pas, qu'il y a relâchement de certaines mesures, ou il y a augmentation ou le durcissement de certaines mesures. Donc, au niveau de ces entrepreneurs, par exemple, ces organisateurs de concerts, ce serait bien aussi de s'inscrire dans la logique de cette pandémie et de peut-être pouvoir, d'abord, avant d'organiser, de lancer des choses, pouvoir échanger avec les autorités sur les risques. C'est vrai que je peux les comprendre, ils sont partis du fait qu'il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, d'autres ont organisé des événements ici en Guinée que eux aussi ils pouvaient faire. Mais je veux juste dire qu'on ne doit pas sortir cela de la tête que à tout moment, il peut y avoir des mesures qui peuvent stopper tout juste pour le besoin de canaliser les nouveaux cas. On vit une pandémie quand même. Bien, prendre des mesures donc pour canaliser les nouveaux cas. Bienvenue à tous si vous venez de nous prendre en marche. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci de nous regarder à la télévision à Kindia, la capitale des agrumes. Les grandes gueules continuent donc en ce vendredi 26 février. Je le disais à l'entame, ce 25 février, les victimes de Kapororaï, équipe de Dimes, ont entamé la commémoration de l'an 2 de la démolition de leurs habitations. Aujourd'hui, le domaine fait l'objet d'occupation alors que les victimes attendent toujours justice à la Cour de justice de la CEDEAO. La procédure est freinée depuis l'apparition du Covid-19. Le drame de Kapororaï a affecté, il faut le rappeler, 1203 familles qui ont perdu 1769 bâtiments. En plus, 12 mosquées et 2 églises ont été détruites, sans oublier les 13 établissements scolaires qui ont été touchés. Si tout va bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 années écoulées avec Elhaj Bachir Bari. Il est le porte-parole du collectif des victimes du déguerpissement de Kapororaï. La nuit de la Guinée, c'est le 26 février. Ce 26 février donc, au chapiteau Chef Issa, au menu exposition d'art, défilé de mode sur fond de textile guinéen, sculpture et prestations artistiques. Demain, 27 février, sur l'esplanade du Palais du Peuple avec plus de 100 artistes. La nuit de la Guinée est un festival qui aura lieu donc chaque année désormais. Il faudra faire avec une sorte de plateforme pour mettre en valeur la Guinée, les artistes et notre culture. Nous essayerons de comprendre avec Oudi Premier, qui est donc artiste mannequin, artiste compositeur. Il sera avec nous pour nous parler de cette nuit, la nuit de la Guinée, parce qu'il est l'initiateur de cette organisation. Mais avant d'en venir à ce sujet, Antoine, nous continuons avec ce limogeage du directeur de l'Agence nationale de navigation aérienne. On a suivi hier le limogeage de M. Kaba de l'Agence guinéenne de la navigation aérienne pour faute lourde. On a tous vu ce décret qui fait suite à ces constats effectués récemment à l'aéroport de Conakry par rapport au fait qu'il y a eu des vols annulés. La raison officielle était qu'il y avait des nuages de poussière dans le ciel de Conakry. Et l'exemple palpable a été le vol qui envoyait chez nous les vaccins contre Ebola, qui a été contraint d'atterrir au Sénégal. Et beaucoup disaient que le Sénégal avait la même réalité que la Guinée par rapport à ces nuages de poussière. Comment se fait-il que le Sénégal accueille
un vol sans que la Guinée ne puisse pas le faire. C'est après vérification, on a pu constater que les raisons se trouveraient apparemment ailleurs. Certains de nos confrères ont pu mener l'enquête pour comprendre qu'il y a un appareil qui permet aux avions, lorsqu'ils sont dans les airs, de pouvoir atterrir sans problème. Et donc c'est apparemment cet appareil qui serait tombé en panne et dont on n'a pas procédé au remplacement. Ce qui a pris du temps et on a l'impression, dans le décret certes on ne motive pas la décision, on ne dit pas pourquoi le directeur est limogé, on dit juste qu'il y a eu faute lourde, mais en tenant compte des faits passés, en tenant compte des annulations de vols et des raisons avancées par certains de nos confrères, plusieurs vols ont été annulés. On est amené à dire que c'est certainement lié. Dans le Conseil des ministres, ça a été dit que c'est un appareil censé piloter l'atterrissage des avions. C'est ce qui explique. Oui, ça a été dit avant-hier. Dans le décret, on parle de faute lourde dans le décret. Le Conseil des ministres, peut-être ça a été expliqué largement, mais on est amené, au regard de cette faute lourde évoquée par le décret du président de la République, on est amené à se dire que c'est lié à cette question de manque d'appareils permettant l'atterrissage des vols. Et je me dis que la 4e République avec le gouvernement autrement est bien partie. C'est parti parce que désormais le président l'a promis. Je ne ferai pas de cadeau à quelqu'un parce que nous n'aimons parents. Il a dit que la Guinée est son seul parent et qu'il n'aura aucun état d'âme vis-à-vis de quelqu'un. Et donc cette sanction pour moi est l'une des premières mesures du gouvernement autrement. Et donc si aujourd'hui le directeur de l'AGAC est suspendu, de l'ANA est limogé, et j'attends de savoir ce sera quoi la suite finalement pour d'autres cas qui vont s'opérer, mais c'est tout de même grave qu'on constate de telles anomalies dans nos aéroports qu'à cause d'un appareil que des vols soient annulés, simplement. On a suivi récemment ces manifestations de clients de Air France aller manifester devant leurs locaux parce que leur vol a été annulé. Mais il y a eu des conséquences terribles sur des compagnies et même sur des passagers. Ces passagers, on les a écoutés, il y en a qui risquent même de perdre leur emploi de l'autre côté. Donc cette faute lourde commise, à mon avis, a été à l'origine de beaucoup de choses qui n'auraient pas été souhaitables. Et je me dis que pour une fois la mesure, elle n'est pas excessive, elle est juste. Bien, Daouda Mohamed. Non, il faut saluer quand c'est bon, parce qu'aujourd'hui, on a toujours dénoncé que le fait que les agents de l'État soient comme dans leur foyer, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et que derrière, il n'y ait aucune sanction qui suive. Cette même dans son foyer, on fait pas ce qu'on veut. Non, parfois quand c'est vous qui parfois quand c'est vous qui êtes le premier responsable, vous pensez que tout vous est permis, quoi. Ah oui. Voilà. Donc aujourd'hui, cette panne dont on parle, c'est antérieur même à ces nuages de poussière. Mais qu'est-ce qui a irrité, en tout cas de ce qu'on apprend, qui aurait motivé d'ailleurs le plus cette suspension ou ce limogeage de ce directeur, c'est que bien avant ces nuages, il y avait cette panne. On nous avait dit que certains vols ont été annulés et c'était lié à ça. Donc il a eu cette drôle de chance qu'il y ait un problème climatique qui se pose. Donc, on a pu tout de suite oublier. Et derrière, il n'a pas pris les dispositions pour régler le problème. Et juste après les nuages, et ça n'a duré que quelques jours, juste après, on a constaté que les avions n'atterrissaient toujours pas à Conakry. Certains atterrissaient comme Ethiopian Airlines et Turkish qui atterrissaient. Mais d'autres n'atterrissaient pas parce qu'il y avait ce problème. Qu'est-ce qu'il a pu faire avec tout ce que le service peut engranger comme moyen à l'aéroport international Conakry-Bessia et que cette panne perdure, qu'on ne soit pas à même de régler cette panne. Et c'est là, je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer ce décret et attendre que cela suive dans d'autres structures parce qu'on sait que, je le disais, les gens, ils se croient tout permis, ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est normal et pendant ce temps, l'aéroport, ce n'est pas la gare routière de Bambeto. L'aéroport, c'est cette vitrine vers l'international. Et que vous soyez, qu'un avion arrive, qui ne soit pas même d'atterrir à Conakry par rapport à une panne qui n'est pas sa première, qui a duré et vous n'avez pas pu résoudre, et que l'avion parte atterrir du côté de Dakar. On se pose bien la question de savoir est-ce que certains de nos cadres sont aujourd'hui
prêts à changer, ils sont aujourd'hui prêts à évoluer ou à accompagner le slogan, comme on cherche la matière à y mettre, à accompagner le slogan gouverner autrement. Et je crois que s'il y a des sanctions qui suivent, ça pourrait être aussi une autre matière pour orner le slogan gouverner autrement. Mafoudia, est-ce que vous comprenez également cette décision du chef de l'État? Je la comprends, mais en même temps, je me pose des questions. Parce que moi, souvent, je me méfie de ces précipitations à dégommer des responsables quand on sait que souvent, certains, ce n'est pas par faute d'avoir essayé de résoudre un problème. Mais des fois, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Des fois, vous avez envie de régler un problème, vous faites remonter l'information. Par exemple, il y a un problème financier, il n'y a pas de répondant et ça retarde. Donc, du coup, on se demande à qui la faute finalement. La question que je me posais lorsqu'il y a eu, parce que effectivement, c'est l'histoire de cette poussée de poussière qui a quand même attiré l'attention. Sinon, c'est un problème, comme le rappelait Daouda, qui date d'il y a longtemps. Mais je me suis demandé, mais comment comprendre qu'on ait une telle panne et qu'on en reste là? Aujourd'hui, l'aéroport de Conakry est géré par deux entités. Il y a la Guinée qui est actionnaire majoritaire, mais il y a aussi la France qui avec l'aéroport de Paris, qui est impliquée dans la gestion. Donc, qu'est-ce qui se passe si on dégomme ce monsieur? C'est qu'effectivement, peut-être cette autre partie revenait à la Guinée. Comment comprendre quand même? Parce qu'on peut parler soit de négligence, soit de manque de réponse dans la requête. Parce que on ne peut pas concevoir qu'un aéroport ne puisse pas disposer de ces éléments qui permettent aux avions de pouvoir atterrir. C'est des choses quand même élémentaires qu'il ne faut surtout pas négliger parce que ça y va du trafic, par exemple ce qu'on a connu là, mais ça a coûté à beaucoup, d'abord aux usagers, les passagers. On se rappelle de cette mobilisation du côté de l'ambassade de Air France, et puis aussi justement à ces compagnies, parce que après, lorsque les vols ne peuvent plus répartir par exemple sur Dakar, la compagnie est obligée de prendre en charge les gens qui ont déjà acheté les billets. Ça devient très coûteux. Donc après, ce sont des problèmes qui ont des conséquences des répercussions sur plusieurs secteurs. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que encore une fois, lorsque c'est fait à l'interne, encore on peut accepter, mais là ça touche des partenaires à l'externe et ça donne une image encore une mauvaise image au pays. C'est assez grave quand même. Je suis d'accord pour la sanction, mais en même temps j'ai une envie forte de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce qu'encore une fois, quand on connaît la Guinée, des fois ce n'est pas celui-là qu'on sanctionne qui forcément est le responsable de la situation. Essayez par exemple, CAPS, essayez de comprendre avec la personne concernée. Est-ce qu'elle a alerté? Parce qu'il y a une telle lourdeur, une telle lenteur quelquefois dans l'administration guinéenne qu'il faut que Mafoudi a raison de se poser des questions. Madame Yero, il y a quand même quelque chose qu'il faut soulever, qui est hyper intéressant et important de savoir. Quand on a un poste de responsabilité, ça nous demande un certain niveau de leadership. Quand il est là-bas et qu'il y a une panne, si son leadership en tant que responsable de cette entité ne peut pas faire bouger les lignes pour que cette panne qui soit dans l'anticipation et qui règle cette panne-là, le chef de l'État a tout de même droit de prendre cette décision, de le limoger. Et au-delà de ça, même si c'est un inférieur, même si c'est quelqu'un à lui qui est un subordonné à lui dans la structure organisationnelle de l'aéroport, il est important également que même si ça ne vient pas de lui, que ça vienne de quelqu'un de son organisation en tant que premier responsable. S'il y a une faute, la faute à qui? C'est au premier responsable d'abord. Quand on le sanctionne, les autres se serviront de cette sanction-là pour ne plus pouvoir faire ces mêmes choses. Donc moi je pense que le chef de l'État est dans sa logique de démontrer encore une fois au peuple de Guinée, à l'opinion nationale et internationale, que son slogan de gouverner autrement n'est pas un vain mot. Il veut donc le faire voir à travers des actes concrets qu'il pose. Aujourd'hui on le sent avec ses visites inopinées, des contrats de performance qu'il fait signer ça et là. Quoiqu'encore une fois, la chose que je me demande, quel est le rôle et la place qui est en train de jouer concrètement le Premier ministre dans toutes ces choses-là en fait. Et derrière encore une fois, moi je trouve très nécessaire cette sanction-là, parce qu'encore une fois, ils auraient pu anticiper ça, parce que c'est grave. Imaginez on parle à partir du 1er mars, en temps normal, on doit recevoir les vaccins qui doivent venir concernant la Covid. Et maintenant, si ces vaccins viennent, si notre aéroport n'est pas opérationnel, alors comment est-ce que ces vols peuvent atterrir? En une minute, Jiba, pour clore. Bon, moi, je vais tout simplement dire que
il faut encourager le chef de l'État dans cette dynamique parce que souvent on dit qu'il ne sanctionne pas et lorsqu'il sanctionne, on dit encore non, il faut trouver des justifs. Il n'y a pas de justif, ça c'est la porte d'entrée de la Guinée. N'oubliez pas que du point de vue conséquent, c'est des recettes pour le pays. Aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique de mobilisation des ressources internes. Et lorsqu'on est dans cette dynamique, il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir mobiliser les recettes internes. L'aéroport, certes, c'est la porte d'entrée, mais aussi c'est une source de revenus en termes de fiscalité pour le pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, un directeur. On décentralise le pouvoir, c'est parce que le chef de l'État ne peut pas être partout. Lorsqu'on vous donne une portion de pouvoir, il faudrait qu'à votre niveau, vous preniez vos responsabilités pour faire la maintenance et éviter que de tels scénarios se produisent. N'oubliez pas qu'il y a des citoyens guinéens qui sont à l'aéroport depuis des jours, qui ont payé des billets, qui ont fait plus de 3 jours à l'aéroport à attendre, sans compter ceux qui sont sur le plan international. Donc moi, je salue la décision. Il faudrait que cela puisse faire tache d'huile sur les autres départements. Lorsque un cadre ne remplit pas sa mission, il faut prendre des sanctions pour que les autres s'inspirent de lui. Que chacun donc joue son rôle. À suivre dans la deuxième partie, on partira avec les victimes de Kapororaï pour parler des 2 ans de la démolition de ces habitations. On parlera culture également avec la nuit de la Guinée, avec Woody Premier bien entendu. Restez avec nous, les programmes continuent sur Radio Espace Guinée. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.